Alors, je vais vous parler donc des risques de cancer associés à l'amiante, puis aux expositions qui ont été mesurées un peu dans l'environnement ici. Quand je dis des risques, ça ne veut pas dire des choses qu'on a été capable de mesurer, mais c'est des choses qu'on a estimées, qui ont été estimées sur la base des meilleures connaissances disponibles, ce qui nécessite aussi plusieurs réserves. Ah, c'est pas le bon bouton. OK. Alors, ma présentation a pour but d'éviter des faux débats sur la valorisation des résidus miniers et de nous amener à reconnaître les arguments pour ou contre sur la base des données épidémiologiques et sanitaires et toxicologiques. Donc, il s'agit d'établir, je crois qu'il faut établir des connaissances communes qui sont indiscutables pour pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on fait face aux incertitudes auxquelles on est confronté, puis aux projets qui sont proposés. Donc, il faut les choses que je vais me répéter au début et à la fin. Donc, premièrement, je vais démontrer, vous assurer que la cancérogénicité des fibres d'amiante, mais ici même d'amiante chrysotile, est démontrée et absolument indiscutable, que ces fibres ont été caractérisées comme génotoxiques, c'est-à-dire pouvant abîmer directement l'ADN des cellules, et donc ça implique qu'il n'y a pas de seuil sans risque en toxicologie quand on fait face à un cancérogène génotoxique. Ça s'oppose à épitoxique, qui agit plus indirectement. Il s'agit directement sur l'ADN, ça peut agir directement sur l'ADN. On suppose tout de suite que les projections de risque à partir d'expositions élevées vers les expositions faibles vont suivre une forme linéaire de relation dose-réponse. Qu'il y a une surexposition des populations voisines des RMA, c'est-à-dire de Val-des-Sources et de Thetford Mines, avec les informations sur lesquelles qui sont disponibles. Cette surexposition-là, c'est relatif, c'est vraiment pas par rapport au passé, mais c'est par rapport à d'autres régions au Québec ou ailleurs. Que les excès de risque sont faibles, mais non négligeables sur la base, encore là, des estimations. Donc, il faut les considérer sérieusement. Et puis, qu'il y a plusieurs incertitudes dans tout ça. Et puis là, il faut décider et discuter plus tard de comment est-ce qu'on gère ces incertitudes-là et comment on va se comporter et comment ça peut influencer les décisions. Ça, c'est pour dire que dans le moment, on ne peut pas dire, en tout cas, qu'il n'y a pas de risque en excès dans la région de l'amiante. Juste les données par région socio-sanitaire ont montré, par exemple, pour la région de Chaudière-Appalaches, des excès de risque que vous pouvez voir là, encerclés en rouge. Ça, c'est les taux d'incidence par 100 000 personnes. Alors, des taux de risque de cancer de mésothéliome de la plèvre, qui est un cancer extrêmement rare, mais qui est à 95 % causé par des fibres d'amiante, 90 % pour nos connaissances, puis l'autre 10 % on ne sait pas par quoi ça peut être causé. Donc, c'est très spécifique à l'amiante. C'est rare qu'on a une maladie comme ça, sentinelle pour un contaminant. Alors, on voit qu'il y a un excès de risque. Les colonnes juste à côté des cercles rouges, c'est des risques relatifs par rapport au total du Québec. Ça veut dire que 1,82 pour les femmes, par exemple, de 1984 à 2010, c'est 82 % de plus que le reste du Québec proportionnellement à la population. Puis, dans la deuxième partie, on voit la tendance en 2003-2010, c'est-à-dire la fin de cette période-là, puis on voit que ça n'a pas baissé. Alors, en tout cas, au cours des 20 dernières années, les taux d'incidence et de risque, les taux d'incidence du mésothéliome dans la région n'ont pas baissé. Donc, c'est pas simple. Évidemment, c'est causé pour la plupart par des expositions du passé, mais parce que ça prend beaucoup de temps avant d'induire un cancer du mésothéliome, habituellement entre 20 et 50 ans. Donc, ça reflète plutôt les expositions du passé, mais ça fait partie du contexte. On ne peut pas dire qu'on est dans un contexte où les choses vont bien. Alors, les analyses d'impact et de risque sur l'amiante sont basées sur des processus
méthodique, rigoureux, prudent et participatif en général. Alors d'abord, on fait une synthèse de la littérature. Alors je vous dis ça parce que ce qui ressort de les connaissances dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a aussi de l'ignorance dont je vais vous parler, des incertitudes, bien, c'est basé sur des travaux de 30 ou 40 panels internationaux qui ont été créés dans différents pays. C'est des experts qui étaient là-dedans, des dizaines d'experts qui révisaient tout le temps toutes les connaissances existantes ou établies sur l'amiante, sur les données toxicologiques, les données épidémiologiques et tout ça, et qui faisaient le point, qu'ils analysaient avec d'autres experts pour estimer quel était le risque qualitativement et quantitativement des fibres d'amiante. Alors, il y a d'abord la première étape, c'est de faire une synthèse de la littérature. Ensuite, normalement, une certaine consultation ou participation des parties prenantes, et là, ça comprend les scientifiques, les autorités sanitaires et des groupes d'intérêt particuliers. En général, les groupes d'intérêt particuliers, c'est plus les industriels qui sont entendus, mais on entend aussi normalement des groupes d'opposition, donc critiques de l'amiante. Alors, on est transparent. Alors, c'est important la transparence pour que justement la communication du risque se fasse bien et soit crédible par après. Donc, il faut dire s'il y a des divergences, s'il y a des incertitudes, et puis on soumet en général les rapports à des réviseurs externes qui vont envoyer des commentaires, puis on va réécrire les rapports après la révision externe. Les rapports et les communications doivent être rendus publics, sinon ça ne vaut rien. Et puis, évidemment, toutes les analyses et les interprétations sont prudentes. Une évaluation quantitative de risque générique, ça existe pour plusieurs substances, plusieurs circonstances. On identifie d'abord les risques sanitaires puis les causes, c'est-à-dire les maladies causées par les expositions et le type d'exposition qui peuvent causer ces maladies-là. On évalue la relation dose-réponse en regardant les cohortes, c'est-à-dire on fait des relations entre le degré d'exposition des travailleurs à différents niveaux, à différents endroits dans les entreprises, et leur niveau de risque. Et puis, on estime la relation dose-réponse à partir de ça. Puis ensuite, on évalue les expositions dans la population cible sur laquelle on veut projeter ces risques-là. Ici, il s'agit des populations de la région ici. Et puis, on caractérise le risque, c'est-à-dire qu'on fait cette projection-là, on calcule quel est le risque estimé pour la population. Évidemment, ça implique ensuite de discuter et d'interpréter ces résultats-là avec précaution, décrire les incertitudes statistiques, les incertitudes épistémiques, c'est-à-dire dans nos connaissances. Par exemple, il y a une limite dans nos connaissances sur les mécanismes de toxicité de l'amiante, et puis de faire toujours une interprétation prudente des résultats. Un des problèmes particuliers, c'est celui de la relation dose-réponse. Alors là, vous voyez sur ce graphique différentes formes possibles de relation dose-réponse. Alors, à la droite de l'axe horizontal, c'est des doses élevées, évidemment. À gauche, c'est des doses faibles vers lesquelles on veut extrapoler. Les doses élevées, c'est le passé, c'est les travailleurs qui étaient très exposés dans le passé. Et sur l'axe vertical, c'est le risque. Alors, il y a différents modèles, mais ce qui est retenu pour le chrysotile, comme pour les autres formes d'amiante, c'est le modèle linéaire. Pourquoi? Parce que le chrysotile n'est pas simplement cancérigène, mais c'est un cancérigène qui a été caractérisé comme étant à la fois épitoxique et surtout génotoxique. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, qui peut attaquer directement l'ADN, et pour ça, il n'y a pas de dose sécuritaire, de seuil. Si vous en avez dans vos poumons, il y a toujours un risque que ça puisse déclencher un processus cancérigène. Alors, pour ça, comme pour d'ailleurs les radiations ionisantes, on utilise le modèle linéaire. Par contraste, par exemple, pour l'amiantose, on va plutôt utiliser le modèle 5 ou bien 3, qui implique des seuils à certaines expositions. On dit qu'il n'y a pas tellement de risque, il n'y a pas de risque en bas d'une certaine exposition élevée. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la toxicité des fibres d'amiante, chrysotile et amphibole? Alors, je parle toujours chrysotile et amphibole parce qu'évidemment, dans la région ici, on a produit essentiellement
des fibres de chrysotile, et nos mines sont des mines de serpentine où la chrysotile domine. Mais voici, pour ceux qui ne savent pas déjà, il y a toutes sortes de types d'amiante, et l'amiante chrysotile qu'on voit à gauche sur ce graphique en est une parmi les autres. Puis il y a toute une famille d'amphiboles à droite qui n'ont pas les mêmes formules chimiques et physiques du tout. Donc, pas du tout, mais qu'ils n'ont pas tout à fait. Et ça fait des différences de toxicité. Donc, on ne peut pas mettre toutes les fibres d'amiante dans le même panier. On voit aussi qu'au niveau de la forme, c'est très différent. En haut, vous avez la crocidolite et la mosite, deux formes d'amphiboles bien connues qui sont plus exploitées. Et puis en bas à droite, vous avez le chrysotile, et on voit tout de suite que le chrysotile est beaucoup plus frisé, alors que les amphiboles, ce sont des aiguilles, et ça fait un comportement très différent lorsqu'on inhale les fibres. Elles ne vont pas se promener de la même façon dans le poumon, elles ne vont pas aller aux mêmes endroits, elles ne vont pas aller aux mêmes profondeurs. Donc, c'est un autre facteur qui va rendre la toxicité des fibres chrysotiles et amphiboles différentes. Alors, les consensus pour les principaux déterminants du risque des fibres d'amiante, c'est leur dimension, leur acicularité, c'est-à-dire leur forme d'aiguille. Alors, le chrysotile est moins aciculaire que les amphiboles, et donc ça va diminuer son inhabilité, la façon d'être inhibé. L'inhalation. Je pratiquerai mon français la prochaine fois avant. Les fibres plus longues sont plus toxiques, et les fibres plus fines sont plus toxiques aussi. La biopersistance est cruciale, on va y revenir tantôt, et là-dessus aussi, le chrysotile est beaucoup moins biopersistant dans le corps que les amphiboles, donc ça prend plus de temps à s'accumuler, et ça se nettoie en partie au fur et à mesure, donc ils sont moins biopersistantes que les amphiboles. La dose, évidemment, plus on en inhale, plus le danger est élevé. Et la réactivité de surface est chimique. Par exemple, les amphiboles ont plus d'ions de fer à leur surface, ce qui va générer plus d'espèces qu'on appelle des espèces oxydatives dans le corps qui elles-mêmes vont attaquer des cellules et causer des problèmes. Alors, le chrysotile est moins toxique là-dessus que les amphiboles. Il y a moins de réactivité. Les plus grandes analyses de risque de fibres d'amiante, je vous en montre quelques-unes. Celles qui ont dominé, c'est celle de la US EPA en 1986 et qui a été révisée ensuite en 2005 avec les modèles de Berman et Crump. On va y revenir tantôt. À Santé Canada, ce n'est pas une des plus importantes, mais je vous en parle parce que c'est moi qui l'avais organisée. Et on avait invité 5 experts internationaux pour discuter spécifiquement de la toxicité du chrysotile du Québec. Et j'avais invité des experts qui avaient des points de vue différents ou des degrés de conviction différents pour pouvoir établir c'était quoi leur consensus puis leur point de divergence sur leurs connaissances. Dans tous les cas, puis la ANSRS, ça c'est une agence française qui a fait aussi une révision assez récente, puis qui a regardé aussi éventuellement l'impact des fibres courtes. Toutes ces agences s'entendent sur le fait que tous les types d'amiante sont cancérigènes. Ça a été classé groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer, groupe A par l'EPA aux États-Unis. Et le chrysotile, par contre, ça s'est établi de plus en plus, parce qu'au début, il le soupçonnait, mais il n'osait pas l'établir, bien que dans les rapports, il notait qu'il y avait moins de risques de mésothéliome, en particulier dans les cordes exposées au chrysotile qu'aux amphiboles. Il le reconnaissait, mais il n'osait pas le conclure, puis il se disait, de toute façon, les produits d'amiante à cette époque-là comprennent tous du chrysotile et un mélange d'amphiboles, donc on ne va pas se badrer de faire la différence entre chrysotile et amphibole. Mais au fur et à mesure où le temps a avancé, on a établi de plus en plus une grande différence de toxicité entre le chrysotile et les amphiboles, en particulier pour les mésothéliomes. Alors, les risques associés, évidemment, c'est la fibrose ou l'asbestose. Pour ça, il y aurait un seuil. Les cancers du poumon, du larynx et de l'ovaire, pour lesquels il n'y aurait pas de seuil sécuritaire. Pour les mésothéliomes, je vous l'ai dit tantôt, il n'y aurait pas de seuil sécuritaire non plus. Et encore, je me répète, là, les amphiboles sont beaucoup plus
toxique que le chrysotile pour les mésothéliums, en particulier pour le mésothélium du péritoine. Et il y a d'autres cancers associés à l'amiante, mais qu'on découvre de plus en plus et pour lesquels les données sont beaucoup moins claires parce qu'ils sont moins fréquents, les excès sont moins visibles. Mais ça aussi, c'est des cancers pour lesquels il n'y aurait pas de seuil. C'est le pharynx, cancer du côlon rectum, de l'ésophage et de l'estomac. Puis la latence, c'est discutable, mais c'est vrai que le risque augmente beaucoup avec le temps depuis l'exposition, de manière exponentielle, mais on ne parvient pas à déterminer exactement est-ce qu'il y a, tout comme il n'y a pas de seuil, une période de latence minimale, mais il y a très peu de cancers causés en dans de moins de 10 ans. Alors, la méta-analyse de Berman et Crump a été beaucoup plus exhaustive que toutes les autres études, a révisé 21 études avec des méthodes statistiques plus sophistiquées en demandant plus d'informations aux chercheurs sur les types de fibres qui étaient utilisées, leur pourcentage en termes de est-ce que c'est amphibole ou chrysotile, est-ce que c'était quelle était la longueur des fibres et le type de processus. Et dans leurs analyses, on va utiliser bien, tantôt leur modèle d'analyse dose-réponse, mais ils ont testé les hypothèses statistiquement, savoir est-ce que le chrysotile peut être aussi toxique que les amphiboles. Et ça a été clairement rejeté pour ce qui est du cancer du poumon et pour le mésothéliome, c'est-à-dire que le chrysotile n'est pas aussi toxique que les amphiboles et est moins toxique et moins cancérigène que les amphiboles. C'est maintenant indiscutable. On ne peut pas revenir là-dessus. Par contre, est-ce que le chrysotile est sans effet? Bien, pour le cancer du poumon, statistiquement, ils disaient non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de chance que le chrysotile, il n'y a pas de possibilité que le chrysotile ne cause pas de cancer du poumon. Le chrysotile cause des cancers du poumon. Pour ce qui est de est-ce que ça cause des mésothéliums, est-ce qu'on peut dire que ça ne cause pas de mésothéliome? Ça ne peut pas être exclu statistiquement parce qu'il y a trop de variabilité dans les données qu'on a sur le chrysotile et le mésothéliome. Donc, ils n'ont pas pu rejeter cette hypothèse-là. Ça veut dire que ça pourrait ne causer aucun mésothéliome. On ne peut pas démontrer. Puis la meilleure estimation qu'on a, par contre, ce n'est pas qu'il y ait un risque. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de risque, c'est qu'il y en ait un. Mais c'est compatible avec la possibilité, à cause des incertitudes, qu'il n'y ait pas de risque, d'excès de risque. Est-ce que les fibres courtes qui étaient définies dans cette analyse-là ne sont pas celles la définition qu'on utilise aujourd'hui, de moins de 10 microns de longueur, est-ce qu'elles ont la même toxicité que les fibres longues? Ça a été rejeté carrément. Donc, l'hypothèse et la connaissance comme quoi la toxicité augmente avec la longueur des fibres, c'est maintenu. Ça ne peut pas être rejeté, ça ne peut pas être accepté l'idée que les deux soient aussi toxiques l'une que l'autre. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intérêt pour les fibres courtes parce qu'on est capable de les mesurer alors qu'avant, on ne pouvait pas les mesurer pour des raisons technologiques. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est capable de les mesurer, on mesure le risque. On ne sait pas. Et est-ce que les fibres courtes pourraient être sans effet? C'est une possibilité qui ne peut pas être exclue, mais là aussi, on ne peut pas présumer que ce n'est pas parce que ça ne peut pas être exclu que ce n'est pas réel. Donc, on présume quand même qu'il y en a un risque, mais moindre. Donc, quand on regarde 47 études qui avaient été faites et résumées par le rapport du Health Effects Institute aux États-Unis en 1991, on voit ici, j'ai souligné par des points rouges, deux catégories de types de cohortes ou de groupes de travailleurs. Il y en a qui étaient essentiellement exposés au chrysotile, puis il y en a qui étaient exposés à l'autre extrême, surtout aux amphiboles ou seulement aux amphiboles. Et si on regarde les chiffres qui étaient dans le tableau de ce rapport-là, on voit tout de suite que la colonne qui est... les excès, la colonne qui est soulignée, excess, ça indique les excès de cancer du poumon par rapport à ceux attendus dans une population normale, dans ces groupes de travailleurs-là. Et dans la colonne ratio, bien, ça dit comment cet excès-là se compare à l'excès moyen dans tous ces travailleurs-là. Puis on voit que les travailleurs exposés au chrysotile, par exemple, si on regarde la première colonne
sous lung cancer, cancer du poumon, dans le ratio, on voit que le chrysotile aurait 60% de toxicité de l'amiante moyen, si on peut dire, et les amphiboles auraient 2 fois plus de toxicité que l'amiante moyen dans ces études-là pour le cancer du poumon. C'est juste pour se donner une idée générale, parce que ça ne tient pas compte des doses de ces travailleurs-là qui étaient différentes selon les corps. Mais on voit que pour le mésothéliome pleural, le ratio, donc le ratio entre le chrysotile puis les amphiboles, c'était de 3,4 fois, c'est-à-dire que le risque était 3,4 fois plus dangereux et élevé pour les amphiboles que pour le chrysotile. Pour le cancer de la plèvre, c'est 12,2 fois, et pour le péritoine, c'est 30,2 fois. Donc, ça va avec à première vue, les risques sont plus élevés chez les travailleurs exposés aux amphiboles qu'aux chrysotiles. Si on regarde ici un graphique que j'avais fait pour ma thèse il y a une trentaine d'années, sur les cancers du poumon dans les cohortes, dans différentes cohortes qui étaient disponibles que j'ai recensées à ce moment-là, bien, on voit qu'il y a une très grande différence de relation dose-réponse entre certaines cohortes puis d'autres cohortes. C'était extrême. Et ce qui était le plus buzzant, comme on dit en français, pour les chercheurs, et particulièrement ceux qui s'intéressent aux chrysotiles, c'était que le risque chez les... j'allais vous le pointer. En bas, ce qui est encerclé en vert, là, à droite, en bas, c'est l'étude de McDonald sur les travailleurs de la région, des régions ici. Ça montre une pente dose-réponse assez faible. Et le produit est envoyé notamment à Charleston, une usine de textile. Et là, l'étude de Dement à Charleston a montré un risque, une pente dose-réponse extrêmement prononcée. Et bien qu'on ait expliqué en partie les différences de toxicité par des longueurs de fibres différentes, par différents agents qui auraient pu être utilisés dans le procédé, on n'a jamais été capable d'expliquer ça complètement. Alors, c'est pour vous dire que les données demeurent pas, c'est pas net comme quand on étudie des atomes avec le CERN avec des données précises. Alors, l'EPA avait décidé, elle, de prendre simplement la moyenne de toutes ces pentes-là, puis avait estimé une moyenne, je vous en parlais plus tantôt, d'un excès de 1 pour chaque fibre année, un excès de 1 de risque relatif du cancer du poumon pour chaque fibre année d'exposition ajoutée. Ils ont fait simplement la moyenne entre les études, puis ils ont même exclu un peu celle de McDonald parce qu'ils n'y croyaient pas trop. Et quand il y a une grande hétérogénéité, une règle en statistique, on ne peut pas faire la moyenne. La moyenne ne sera jamais bonne, elle va toujours être trop élevée ou trop basse, mais elle ne nous informe pas. On va y revenir tantôt à ça. Alors, le modèle de réponse qu'on a utilisé maintenant, c'est celui de Berman et Crum, qui a fait une analyse beaucoup plus raffinée, beaucoup plus fine, comme je vous l'ai dit, en 2008, parce que plus de 40 ans, une trentaine d'années après celle de l'EPA. Non, une vingtaine d'années. Alors, pour le cancer du poumon, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, il y a une équation qu'on a faite, qui est basée sur des données toxicologiques, qu'on a ajustées aux différentes études, mais là, en tenant compte des différents types de fibres et des différentes longueurs, mais c'est cette équation-là du risque relatif. Et le paramètre déterminant qu'on estime à travers ça, c'est le terme KL, qui est la constante de risque, la pente des pentes que je vous ai donné là, tantôt pour le cancer du poumon. Puis ça, c'est le modèle pour le mésothéliome. C'est juste pour vous dire que toutes ces choses-là, ça a été pensé, repensé, étudié par des dizaines et des dizaines de biostatisticiens et d'épidémiologistes.
et qu'ils ont utilisé de manière scrupuleuse ces équations-là, puis elles sont fondées sur des bonnes données statistiques, mais toujours imparfaites. Alors, on a ce modèle de dose-réponse. Je n'ai pas donné les KL puis les KM parce que c'est compliqué, mais en se servant de ces modèles-là, Hélène Bourgault de l'INSPQ et moi-même, séparément, indépendamment, on a fait des évaluations de risque. Donc, on projette la pente dose-réponse sur les expositions qu'on a maintenant. Alors maintenant, je reviens sur les expositions dans la région. Et ces expositions-là, elles ont évidemment énormément diminué depuis les années 70. Vous avez à gauche, là, ça, c'est les expositions en milieu de travail. Ça allait de 16 à plus de 50 fibres par cc ou par millilitre, alors qu'aujourd'hui, on est rendu à des expositions inférieures à 0,1 fibre par millilitre, c'est-à-dire 150 à 500 fois plus faible. Mais les gens de la région vont se dire, ben, ceux qui ont connu ça, peuvent avoir l'impression que comme c'était tellement élevé avant qu'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui c'est tellement peu, qu'il n'y a pas de risque ou qu'il y a très peu de risque, mais ce n'est pas ça. Avec le modèle linéaire de risque, il va toujours y avoir un risque, mais faible. Ça, c'est une courbe que j'ai faite aussi pour ma thèse, qui était basée sur toutes sortes de mesures que j'avais prises pour estimer les concentrations passées, y compris les poussières retenues par les filtres des usines de l'amiante, l'histoire des procédés de filtration, les volumes de production, les charges pulmonaires. J'ai utilisé toutes sortes de données possibles et j'ai confié ça ensuite à un groupe de 5 experts en mesure de France, des États-Unis puis du Canada. Et ils étaient d'accord, puis ils m'ont donné une façon de projeter les expositions dans le passé. Puis on peut, d'après ça, on aurait pu être exposé dans le passé, dans la région ici, dans l'environnement général, à plus d'une fibre par cc, alors qu'aujourd'hui, on mesure à peu près 4 fibres par litre ou 40 fibres par litre, donc beaucoup moins que 1 cc, c'est 1 millilitre, alors beaucoup moins que dans le passé. Puis on voit qu'il y a une nette décroissance des expositions. Alors là aussi, il ne faut pas tomber dans le piège, comme pour les expositions en milieu de travail, qu'il n'y aurait pas de risque aujourd'hui parce qu'on est beaucoup moins exposé aujourd'hui, mais le risque va être beaucoup plus faible. Alors, les concentrations de fibres mesurées à Thetford Mines, à Asbestos et à Black Lake, j'ai pris des données moyennes publiées par l'Association des mines d'amiante du Québec et ensuite par 2 études, une dans les maisons de Thetford et l'autre dans l'air ambiant de Thetford en 2004, qui est représenté par les 2 lignes rouges. Bien, tout ça, ça nous dit que les barres hachurées, ça c'est les concentrations en fibre optique, mesurées à la microscopie optique. Les barres blanches, c'est la microscopie électronique, mais on ne peut pas détecter de pattern de diminution des concentrations environnementales depuis 1982. Donc, il semblerait qu'on a atteint un plancher en 1982, puis depuis, ça baisse difficilement. Ça peut baisser, mais on n'a pas de données précises qui nous indiquent que ça baisse vraiment. Là, je vais vous amener un autre aspect de la question, c'est que bien que ce soit la région, donc une région de mines qui a produit des fibres de chrysotile, en fait, il y a toujours eu des veines de trémolite qui parcourent les sites miniers, et de temps en temps, quand on tombait là-dessus, ça ajoutait des fibres de trémolite aux fibres d'amiante, puis finalement, tout ça, ça s'est mélangé dans les sous-produits, puis dans l'air. Puis donc, quand on mesure dans l'air, que ce soit en 1984, les mesures de Sébastien ou de Dufresne plus récemment, ou de Marié dans l'air intérieur des maisons à Thetford, on a des pourcentages de trémolite de 0,4 à 5,6 qui ont été comptés. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est quand on compte juste les fibres d'amiante,
c'est la proportion de trémolite qu'il peut y avoir là-dedans dans la région. Donc, ça, c'est les amphiboles qui sont tellement plus toxiques que les chrysotiles dont je vous parlais. Et on ne peut pas séparer ça. C'est là, c'est présent, mais on ne le sait pas de manière précise. Ça vaudrait la peine de vérifier ça. Ensuite, finalement, on projette les risques à partir de ces modèles-là. Et ils ont d'abord validé Mme Bourgault a d'abord validé les modèles en les projetant sur les estimations d'exposition cumulative que j'avais faites pour ma thèse, donc il y a 30 ans. Et ce que ça donne, c'est que le modèle de l'EPA a produit des estimations de risque 10 fois plus élevées que le nombre réel de cancers du poumon qu'il y avait dans la région et 53 fois plus élevé que le nombre de mésothéliomes qu'on a compté réellement dans la région. Donc, ça montre vraiment que le modèle de l'EPA, qui a été utilisé par le ministère de la Santé jusqu'à récemment et au Québec, surestime grandement le risque causé par les fibres d'amiante au Québec, enfin, dans nos régions. Et, tandis que le modèle de Berman-Crump arrive à quelque chose d'assez proche en termes d'excès. Si on regarde les ratios, pour le cancer du poumon, il arrive à peu près à 30 de la valeur réelle et pour le mésothéliome, il arrive à peu près exactement à la valeur réelle du nombre de mésothéliome. Donc, c'est un modèle qui a une certaine validité, une valeur. Et puis, là, maintenant, si on fait les expositions pour les concentrations récentes, je vous ai montré tout à l'heure, les deux lignes rouges étaient à 0,002 fibres par millilitre, c'est-à-dire 2 fibres par litre, ou 4 fibres par litre, selon qu'on était à l'intérieur ou à l'intérieur des maisons, dans les régions, dans les zones les plus exposées de Thetford Mines, sous le vent, dans des conditions un peu sévères d'exposition. Bien, j'ai pris la moyenne, donc 0,003, et je vous indique ici quel est l'impact de la proportion d'amphiboles dans les nuages qu'on ne sait pas exactement, qu'on ne connaît pas exactement. C'est que le risque peut passer, si on regarde la colonne R totale, peut passer, s'il y a 0,5 de 17 cas par 100 000 de cancer du poumon et de la plèvre réunis, à 24. Donc, ça reste de toute façon dans les zones de 17 à 24 excès de risque par excès de cancer par 100 000 personnes au cours d'une vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vais vous donner un ordre de grandeur. Normalement, les agences sanitaires considèrent un cancer ou un décès par 100 000 comme étant sur le bord de ce qui est acceptable. Et plus que ça, c'est considéré comme un excès de risque qu'on doit essayer de diminuer. Puis donc, les estimations de risque ici seraient 17 ou 20 fois plus élevées que ce qui est jugé acceptable par Santé Canada ou par le ministère de la Santé du Québec ou par le ministère de la Santé aux États-Unis ou en France. Alors, ça veut dire qu'il y a un risque, mais il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette estimation de risque-là. Mais c'est ça que donnent les estimations, et c'est juste pour dire, c'est plus se dire qu'il faut être alerté, mais on voit aussi qu'il y a une grande incertitude entre 7 et 58. Et puis à droite, je vous ai dit, j'ai voulu vous montrer combien de décès ça peut représenter dans la population. Bien, ça veut dire que sur une population de 33 000, si on combine Thetford Mines et asbestos, ça représenterait 8 décès inutiles et causés par l'amiante sur une période d'une vie entière, donc 80 années. Avec une incertitude, par exemple, là aussi, ça peut être entre 2 puis ça peut être 20. Même cette incertitude-là est sous-estimée, mais ça veut dire qu'on a, vous allez me dire, j'ai fait tout ça pour rien, c'est un peu vrai, mais ce que ça donne, c'est que, moi, ce que j'en conclus, c'est qu'on ne peut pas négliger le risque. On doit considérer qu'on a beaucoup d'incertitudes. On peut essayer de réduire ces incertitudes-là avec des meilleures mesures d'exposition, mais il y a un risque certain et qui
qui est basé sur le meilleur de nos connaissances. Et si vous me dites, mais moi, j'y crois pas, vous pouvez dire ce que vous ne croyez pas, mais vous ne pouvez pas le justifier sur des connaissances meilleures que celles qui sont là, qui ne sont pas les miennes, qui sont celles de la communauté scientifique internationale. Alors, pour résumer, donc, l'amiante et la chrysotile sont cancérigènes, c'est incontestable. Tous les amiantes sont génotoxiques et donc ça veut dire qu'on peut pas, il n'y a pas de seuil de sécurité, pas de seuil. Et les populations des villes de résidus miniers amiantés sont surexposées. Puis il y a des excès de risque attendus qui sont plus élevés que la norme, bien plus élevés que la norme attendue, mais ça demeure discutable sur la base des incertitudes. J'avais ensuite des questions sur quoi faire. Je vais vous laisser là-dessus parce que mon temps est dépassé. Puis, ouais. Mais je veux simplement souligner, par contre, celle-ci, avant, vous rappelez que la position du BAP, qui a fait une évaluation il y a 4 ans et qui a été une expertise sur la question, a conclu que si le gouvernement du Québec devait être favorable à l'intensification de projets de valorisation des résidus amiantés, il conclut différentes choses, mais une des choses, c'est qu'il cite mon mémoire, puis j'aime beaucoup me citer. Donc, mais ça veut dire que je ne suis pas le seul à penser ça. Donc, toute opération avec de l'amiante devrait être définie et contrôlée après vérification et approbation par la santé publique pour s'assurer que les opérations sont bien faites et que ça limite les expositions et le risque. Et que durant les premières années où on fait d'un projet, il faudrait avoir une surveillance plus musclée, plus sévère que la surveillance de base pour s'assurer, avec des échantillonnages plus fréquents, plus contrôlés, etc., pour s'assurer que, c'est un procédé qui est correct, ça n'augmente pas les expositions dans l'environnement. Alors voilà, je vous laisse ensuite. Les questions que j'avais, c'est plus des questions que Mme Yates et d'autres peuvent traiter. Je vous laisse celle-ci. Très bien. Merci beaucoup, M. Camus.